Aujourd'hui, le corporatisme. Commençons par une définition du Larousse. Le corporatisme est une doctrine qui, répudiant à la fois l'individualisme et le collectivisme, est fondée sur l'organisation des professions en organismes permanents et institutionnels qui élaborent des décisions sanctionnées par les pouvoirs publics et qui sont représentées auprès du gouvernement. Allons tout d'abord aux sources du corporatisme. Le corporatisme est une doctrine politique qui est née essentiellement au sein du catholicisme social du XIXe siècle et réalisée au XXe siècle sous des formes variées. Le centre de cette doctrine est l'organisation d'institutions qui rassemblent patrons et ouvriers, leur donnant un objectif commun, sans contradiction, l'intérêt de l'entreprise, ce qui entraîne toujours la disparition des syndicats indépendants, des partis politiques et l'instauration d'un régime autoritaire qui parfois peut aller jusqu'au fascisme. Citation. Abandonnant tout ensemble de principes de l'individu isolé devant l'État et la pratique des coalitions ouvrières et patronales dressées les unes contre les autres, il, l'ordre nouveau corporatiste, institue des groupements comprenant tous les membres d'un même métier, patrons, techniciens, ouvriers. Le centre du groupement n'est donc plus la classe sociale, patronale ou ouvrière, mais l'intérêt commun de tous ceux qui participent d'une même entreprise. Cette citation est de Philippe Pétain. Il l'a prononcée le 1er mai 1941. Le corporatisme se présente toujours comme une alternative au capitalisme et au socialisme, une troisième voie. Il convient d'appuyer que l'idée d'une troisième voie n'est pas une voie entre bolchevique et capitalisme, comme le présentent par exemple les sociodémocrates allemands, mais bien entre la social-démocratie même et le capitalisme libéral. C'est pour cela qu'il ne peut pas être dit que les mouvements fascistes sont des mouvements de gauche sur le plan économique. La négation de la lutte des classes les situe inéluctablement à la droite des sociodémocrates. On dénonce les mauvais côtés du capitalisme et on se propose de résoudre la question sociale, d'améliorer la situation des ouvriers et d'éliminer la lutte des classes. Ce ne sont plus des individus qui constituent la base de la société, mais la famille, l'entreprise, les corps intermédiaires. Le corporatisme fait d'abord référence à la société médiévale, particulièrement à partir du XIIIe siècle, qui est le siècle des corporations, du développement de l'artisanat organisé sous forme de communautés réunissant maîtres, compagnons et apprentis, avec des règles qui obligent à être membre du corps pour exercer un métier, règles qui instaurent des monopoles pour se préserver de la concurrence. L'organisation en corporation fut abolie par la Révolution française, condition nécessaire au développement du capitalisme du XIXe siècle. Pourtant, dès le lendemain de la Révolution, les propositions de rétablir les corporations surgissent face à la misère ouvrière, à la brutalité de l'exploitation capitalisme, de la part de penseurs chrétiens qui se présentent comme des philanthropes et qui veulent rapprocher le capital et le travail. Le corporatisme devient vraiment une doctrine politique conséquente dans la deuxième moitié du XIXe, moment où le mouvement ouvrier se constitue. Cette conception des rapports entre patrons, ouvriers et État est pour l'essentiel issue de la doctrine sociale de l'Église, avec l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII en 1891. Il se réfère dedans explicitement à Thomas d'Aquin. La société forme un corps dont les membres sont des parties. La partie est subordonnée au tout. Ce tout, c'est la société, mais aussi le corps du Christ dont elle dépend. La société organique et verticale qui découlait d'un ordre naturel voulu par Dieu, qui aurait fixé des rapports entre les hommes à partir d'un ordre naturel d'inégalité. Rerum Novarum est un texte fondamental et une lecture intéressante pour éclairer les problèmes d'aujourd'hui. Léon XIII n'a pas inventé ça tout seul. Cette encyclique a été nourrie des écrits du comte Albert de Mun, du marquis de la Tour de Pin, du sociologue également Frédéric Leplay. Les chrétiens sociaux
présentent leurs solutions à la question sociale, c'est-à-dire au problème que pose la disparition des communautés rurales avec le développement du prolétariat urbain, la misère. L'idée que l'individualisme rationaliste des Lumières, la Révolution française et le socialisme ont été funestes et un facteur de désagrégation sociale est formulée explicitement par ces théoriciens dans les encycliques. Il faut d'ailleurs souligner que Léon XIII jusqu'à Jean-Paul II, ces choses sont réaffirmées régulièrement. Une autre chose a eu un certain rôle dans le développement du corporatisme, c'est la sociologie du XIXe siècle. Rien d'étonnant que sous la Restauration, les sociologues réactionnaires, de Bonald et de Demestre par exemple, représentent la noblesse déchue, proposent le retour aux institutions de l'Ancien Régime. En revanche, qu'Auguste Comte, influencé par Condorcet, entreprennent la critique de l'individualisme des Lumières et se déclarent favorables à une société organique est plus surprenant. Est-ce qu'il existerait un corporatisme républicain? Il y a encore plus étonnant. 50 ans plus tard, Durkheim, l'un des grands pontes de la sociologie, se prononce ouvertement pour le retour des corporations. On le voit notamment dans l'étude Baudelot et Stablet en 1973. Ce presque socialiste, ami de Jaurès, Dreyfusard, très préoccupé des conséquences négatives de l'industrialisation, du manque de cohésion sociale, de ce qu'il appelle l'anomie, va lui aussi regarder du côté du monde médiéval une solution à ces problèmes. Il regrette la disparition des corporations et préconise l'instauration de groupes professionnels rassemblant patrons et ouvriers, soit dans un même syndicat, soit dans des syndicats distincts. C'est le cas aussi dans Rerum Novarum, qui date de 1891, où Durkheim préconise cette solution à l'ordre social en 1893 et 1895. Il ne cite pas le pape, et pourtant leurs textes sont quasiment identiques. Durkheim a construit sa sociologie contre le matérialisme historique de Marx. Il ne s'en est pas caché. Et on parle depuis quelque temps d'une actualité de Durkheim à ce sujet. Ainsi, Alain Supiot, professeur de droit social à l'université de Nantes, a publié en 1987, dans la revue Droit et Société, un article intitulé « Actualité de Durkheim, note sur le néocorporatisme en France », où il dit « Loin de connaître le sort ingrat de doctrine du professeur que lui attribuait Raymond Aron, la théorie durkheimienne des groupes intermédiaires fournit un tableau de pensée opératoire pour comprendre l'évolution contemporaine du droit du travail. Il y a un économiste roumain, partisan de Mussolini, Manoilescu, qui fut ministre pour lui, et qui, dans son livre « Le siècle du corporatisme », souligne l'apport important de Durkheim dans ce domaine. Manoilescu cite longuement la préface de Durkheim de la division du travail social comme définition du corporatisme. Dans son livre très connu Le suicide, Durkheim pose comme solution à l'anomie ce qu'il énonce comme une société constituée d'une poussière d'individus et un état hypertrophié. La seule manière de résoudre cette antinomie est de constituer en dehors de l'état, quoique soumis à son action, un faisceau de forces collectives dont l'influence puisse s'exercer avec plus de variété. Or, non seulement les corporatismes reconstitués satisfont à cette condition, mais on ne voit pas quels autres groupes pourraient y satisfaire. Il serait faire injure à Durkheim de dire qu'il a inspiré la constitution de Mussolini. Mais il a été lu de ce côté. En tout cas, un membre de l'école durkheimienne poussera cette logique jusqu'au bout et deviendra fasciste. Comme par exemple Marcel Déat, auteur de sociologie. Prenons désormais un exemple de régime corporatiste, le cas autrichien. Le corporatisme a existé sous des formes différentes entre les deux guerres mondiales et dans plusieurs pays. Dans certains, il est allé jusqu'au fascisme, mais il ne s'y identifie pas nécessairement. Le premier fascisme et la première mise en pratique du corporatisme fut le régime de Mussolini, qui prend le pouvoir après la crise des années 20 et l'occupation des usines de 21. C'est d'ailleurs presque toujours à l'issue d'un conflit de classe intense, voire de guerre civile perdue par le peuple, que le corporatisme et le fascisme s'installent. Nous prendrons ici le cas le moins connu, mais le plus pur dans sa forme, celui du régime qui s'instaure en Autriche de 34 à 38. Moins connu que le régime de Mussolini, d'Hitler, de Salazar, de Franco ou de Pétain, le corporatisme autrichien est intéressant à examiner car il est sans doute l'application la plus conforme à la doctrine sociale de l'Église. Entre 1934 et 1938, un État autoritaire, corporatiste chrétien, expression de l'historien Paul Pasteur,
a été instauré par Dollfuss, qui était devenu chancelier en 1932. Il n'ira pas très loin car il est assassiné par les nazis en juillet 1934 pour s'être opposé à l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, chose qui sera faite en 1938. Au 19e, le père spirituel du mouvement ouvrier chrétien dans ce pays, Karl von Vogelsang, avait participé aux consultations qui ont précédé la rédaction de Rerum Novarum. La République a été proclamée en 1918. Les années qui suivirent sont marquées par une grande crise. En Allemagne, c'est l'effondrement de la République de Weimar, l'échec de la révolution allemande des spartakistes, la crise économique, l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Le 12 février 1934, la police attaque les locaux syndicaux. Les militants ripostent, armes à la main. 4 jours de guerre civile, suivis de la dictature de Dollfuss, qui impose une constitution présentée comme corporatiste et affirme la mission historique de l'Autriche dans la défense de la chrétienté. Intellectuels catholiques et militants fascistes pourfendent ouvertement les Lumières, et le marxisme s'empare des conceptions de l'encyclique Quadragesimo Anno de 1931 pour préconiser l'instauration des corporations fonctionnant sur le principe de subsidiarité, déchargeant l'État de quelques-unes de ses fonctions tout en le chargeant d'administrer autoritairement. Paul Pasteur indique que les nationalistes avaient reçu l'appui de Pacelli, futur Pie XII, et du Vatican dès 1928 en Allemagne et en Autriche. Au nom de la lutte contre le libéralisme et le socialisme, Pacelli encourage l'alliance des catholiques avec les mouvements fascistes. Les partis et les syndicats sont interdits. Un régime antilibéral, anticollectiviste et antisémite se met en place. Citation. Les juifs, les libéraux, les marxistes sont venus pervertir le bien commun, la vie communautaire. L'individualisme et le collectivisme sont une révolte de la société contre l'ordre naturel et historique du peuple. La communauté du peuple a été sacrifiée à l'internationalisme prolétarien. Le drame est que les sociodémocrates se refusent à critiquer le corporatisme et se disent prêts à négocier, à condition que ne soit pas mise en cause l'autonomie de la représentation des travailleurs, les syndicats. Ils s'associent aux sociaux-chrétiens, et quand Hitler mettra fin à cette expérience, les dirigeants de ces deux courants seront arrêtés, déportés et fusillés. L'autre particularité de l'Autriche, c'est que les deux courants vont gouverner l'Autriche de 1945 à 2000 et que les chrétiens sociaux vont gouverner avec Jörn Haider en 2000. Conclusion de tout cela. Est-ce que le corporatisme a encore une actualité depuis la fin des régimes hitlériens et mussoliniens ? Bon, bien sûr, puisqu'il y a évidemment eu d'autres régimes de type fasciste et corporatiste. Mais qu'en est-il en France ? En France, on ne peut pas ne pas voir dans le compromis gaullien une certaine forme de corporatisme. Il est vrai que dans la façon dont certains l'ont théorisé par la suite, il s'agit bien d'une alliance entre capital et travail. Mais on ne peut pas dire que le CNR fut une expérience corporatiste car il est réellement issu d'un compromis. C'est-à-dire que c'était réellement deux partis opposés qui se sont mis d'accord avec des objectifs purement séparés pour mettre en place une politique qui satisfaisait parfois les intérêts de la classe ouvrière, parfois les intérêts de la classe patronale. Cependant, il est évident qu'il y a quelques lueurs de corporatisme là-dedans. En effet, on peut également voir que beaucoup de gens qui auront participé au régime de Pétain et à sa vision économique finiront ministres ou conseillers durant les gouvernements qui suivirent la libération. Également, aujourd'hui même, il est évident que le corporatisme revient sous des formes insidieuses. Lorsque la CFDT, par exemple, parle de syndicalisme d'accompagnement ou d'expérience de ce type, il est évident que celle-ci montre une vision biaisée de la réalité sociale, niant la lutte des classes et donnant très souvent, par ce recours, une vision corporatiste de la société. Il est évident que lorsque les organisations patronales aujourd'hui font la promotion du modèle corporatiste en disant qu'il n'y a pas d'intérêt patronal et d'intérêt des travailleurs, mais un intérêt collectif qui est celui de l'entreprise, tout ceci nous fait avancer et basculer vers le corporatisme. De plus, vers l'extrême droite, dans le projet du Front National par exemple, la remise en cause de l'indépendance des syndicats claire qui est formulée dedans, notamment l'idée que certains syndicats bloqueraient et seraient gênants pour la démocratie, cette idée-là, au final, l'idée est
malgré tout d'une forme de réconciliation nationale. C'est bien ce dont il est la question dans le projet du Front National. C'est l'idée que l'ouvrier et le patron ont le même intérêt, celui de l'entreprise, surtout celui de s'opposer à la concurrence internationale, car celle-ci ravage l'entreprise du patron et en même temps ses employés. De plus, dans beaucoup de courants, aujourd'hui, républicains, on voit énormément de corporatisme. Dans le journal Marianne, notamment, on a eu des articles qui en font l'éloge, notamment un où Jean-François Kahn expliquait que les valeurs du régime de Pétain, travail, famille, patrie, et le régime corporatiste de la Révolution nationale étaient en réalité des valeurs de gauche récupérées par la droite. Une confusion énorme du champ politique a amené à cela. Dans la prochaine émission, nous verrons évidemment que cette confusion va permettre à beaucoup de gens d'extrême droite de renvoyer le régime national-socialiste à la gauche. Car en effet, par une confusion de ce qu'est la troisième voie, en pensant que moraliser le capitalisme c'est de gauche, on va forcément brouiller les pistes et permettre à ces gens-là de s'exprimer clairement comme si le régime national-socialiste n'avait rien à voir avec eux. C'était la première émission de Pépinter, on se retrouve pour la prochaine. Тише гора, враг залез к нам час ночной. От фашистской черной своры отстоим мы край родной. От фашистской черной своры отстоим мы край родной. Мы горим священным жаром и ответят на налет. Сокрушительным ударом наша армия их вот. Сокрушительным ударом наша армия их вот. Те, кто бомбы в нас метали, нам ответят за разбой. Нас ведет товарищ Сталин на последний грозный бой. Нас ведет товарищ Сталин на последний грозный бой. Здесь союз наш необъятный,